Bienvenue dans ce nouveau carnet de bord. Le navire océanographique à bord duquel nous sommes se rapproche de l'Antarctique. La météo change, de nouvelles expériences scientifiques se mettent en place et vous allez voir, chaque jour nous réserve son lot de surprises. Ouais, passerelle de Vincent. Elle est sur le travers tribord. C'est quoi? Une salpe. De cette taille-là, je savais même pas si ça existait. L'eau de PC, on descend encore 10 mètres. Après notre passage sur l'île de Crozet, notre rencontre avec les manchots royaux, nous filons droit vers le sud, cap sur l'Antarctique. Et voilà, on est dans la zone antarctique. Donc il y a un bon petit vent froid. Vous le voyez peut-être pas, mais en fait les vagues ont un peu forci. Mais pour l'instant, le temps est tranquille. Autour de nous, le paysage a bien changé. Ça se refroidit. J'avais dit qu'il faisait froid. Et ça tangue. Alors, petit aperçu de comment on fait pour travailler quand ça secoue. Il tient tant bien que mal. On s'accroche. Donc ouais, non, bah laisse tomber. On s'habitue surprenamment bien, en fait le bateau tangue dans tous les sens. Ça nous perturbe à peine. On est juste en train de rigoler, de voir les autres qui bougent autour de nous. C'est hanté. Mais tout le monde reste très affairé et on continue sur certains sites à récupérer les bouées hydrophones qui enregistrent les sons de l'océan, parfois très tôt le matin. Petit lever de soleil pour nous parce qu'on va chercher une bouée qui devrait remonter et apparaître quelque part. C'est beau. Mais on est devenu super efficace. C'est quoi en cap là? Je suis au 290. En même temps, il faut bien parce qu'il fait quand même sacrément froid. Au fond, la température est à -1, -2. On va redéployer la tête acoustique et on va refaire une interrogation où ça atteigne la balise qui est en dessous, qui reçoive le signal de largage, qui largue et que la bouée remonte. Donc là, on a une série de réponses avec la balise à 3850 mètres. Donc elle pourrait être en surface en fait. Ouais, passerelle de Vincent. Elle est sur le travers tribord. Ouais, bien joué. Ah oui, je la vois, ok, en visu. Les chaluts se font désormais en journée, ce qui est quand même plus reposant. On chalute pour la première fois 2 jours. Et 2 jours, les patchs sont beaucoup plus formés, on voit des choses qui sont plus contrastées que la nuit où les choses sont plus diffuses, où les organismes remontent, mais au bout d'un moment, c'est plus diffus. Donc là, on voit donc les différentes fréquences, et en fonction des fréquences et des réponses des couches et des patchs, on va avoir potentiellement différents organismes. Et là, le but, c'est d'aller chercher du krill. On essaye d'aller chercher du krill. Donc plutôt des patchs qui vont répondre aux fréquences plus importantes, aux fréquences plus élevées. Donc là, on va essayer d'aller chercher ça en espérant que la réponse en fréquence correspond bien à du krill pour Jean-Yves. Histoire qu'il puisse s'amuser un peu parce que sinon il a l'air tout triste. Jean-Yves, c'est lui. C'est pas le même Jean-Yves que celui des bouées, lui, c'est le maître du krill. Alors le krill, c'est un animal qui a des phases larvaires et elles vont se nourrir de phytoplancton. Par exemple en Antarctique, ils vont brouter les algues qui vont se développer sous la banquise. Résultat, quand la banquise diminue, il y a moins à brouter, donc il y a moins de krill. Et c'est
une prise de choix pour la plupart des macrophages. Si vraiment le krill diminue, c'est directement répercuté sur des animaux comme les otaries, les albatros, les manchots bien sûr. Enfin, il est clair que cet organisme-là, c'est une chaîne, c'est un élément, un maillon de la chaîne trophique qui est vraiment indispensable. La chaîne trophique, ou le réseau trophique, c'est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles. Et c'est particulièrement intéressant pour tous les scientifiques sur le bateau, parce que c'est un des mécanismes biologiques qui permet de séquestrer du carbone. Le phytoplancton, les microalgues, captent le CO2 pour produire de l'énergie par photosynthèse, ou bien pour créer de petits squelettes. Elles sont mangées par des micro-organismes comme le krill, qui ensuite redescend, et lui-même mangé, etc. Et l'ensemble de ces organismes, petit à petit, meurent et se retrouvent au fond de la mer. L'intérêt de ce krill dans cette mission, c'est justement qu'on part de très haut, milieu tropical, et on descend à la limite antarctique. Et donc au cours de ces chaluts, on peut prélever de manière régulière des krills qui se situent dans des conditions environnementales différentes, donc des espèces différentes, adaptées de manière différente. Et on va essayer de savoir ce qu'il y a dans la bête au niveau ARN messager, qu'on va séquencer. Et ensuite, on va comparer notamment les différents ARN des organismes et voir si ça nous permet de mettre en évidence des différences qui pourraient être attribuées à leur localisation, donc des adaptations particulières. Donc tout le monde est d'accord, on a besoin de krill. Et les chaluts en journée sont plutôt payants. Donc là, on a fait une pêche de journée aujourd'hui et on a beaucoup plus de krill qu'habituellement par rapport au chalut de soir. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et vu qu'il y a aussi moins de salpes, on espère que le krill sera moins abîmé et qu'il sera en vie plus longtemps pour les manips de Jean-Yves. Donc Jean-Yves est content. Ce qui ne nous empêche pas de trouver dans le chalut d'autres bêtes très cheloues. Et franchement, plus on s'avance dans l'océan austral, plus on trouve des choses mi-fascinantes, mi-malaisantes. C'est quoi? Une salpe. Cette espèce, on l'a eu un peu en subtropical, mais pas aussi grande. On a eu à peu près de cette taille-là. Mais de cette taille-là, je ne savais même pas que ça existait. Mais toujours pour le plus grand bonheur des biologistes. C'est fou, hein? Personnellement, je suis devenue fan des phronimes, les petits aliens. Ouais, il a des petits trucs violets, il est beau. Ouais, mais il est tout avec des trucs violets, quoi. J'ai été impressionnée par les larves de langoustes. Et j'ai même trouvé la preuve que les Pokémon existent. Ça, c'est un ostracode. C'est un peu bizarre comme c'est une sorte de crustacé dans un œuf, quoi. On dirait une Pokéball. Et regarde, et t'as de l'autre côté, t'as ses œufs. Celui-là, il est balèze en plus. On a continué d'avancer pour finalement arriver au point le plus au sud de notre route. Donc là, on est sur la station la plus au sud de notre trajet. Donc on est à moins de 2000 km de l'Antarctique, même autour de 1000 km de l'Antarctique. Et ça souffle un bon petit air bien glacial, je vais perdre mes doigts. Donc oui, on était bien tout juste à 1100 km du continent antarctique. Et sur ce point le plus au sud, la nuit, alors que la neige se met à tomber, il y a une équipe qui s'active pour mettre en place une nouvelle manip. C'est la manip de thèse de Clément qui modélise l'évolution de l'océan austral avec le réchauffement climatique. C'est des simulations, donc ce qui se passe aujourd'hui, en 2022, et simulation de ce qui se passe en 2100. Ces bouteilles, c'est de l'eau de mer prélevée avec la pompe, auquel on a ajouté les poussières patagoniennes, parce que la poussière patagonienne a une concentration assez forte en fer. Et la caractéristique biogéochimique de l'océan austral, c'est d'avoir un déficit en fer. Donc ces poussières dans l'eau de mer, elles vont commencer à se dissoudre, libérer des nutriments et du coup les microalgues vont pouvoir pousser
à l'aide de ces micronutriments. Il faut imaginer un peu la surface des océans comme un champ agricole et dès que la poussière va arriver, elle va fertiliser en fait la zone de surface et donc tous les végétaux finalement vont être boostés par ces apports. L'intérêt de cette expérience est d'apporter des modèles sur la partie climat et aussi sur la partie biologie de l'océan austral. Et pour ça, Clément teste des modèles du GIEC en vrai. On a déjà fait des manipulations en laboratoire, donc quelque chose de complètement expérimental. Et ça ne nous permet pas en fait d'avoir la communauté naturelle en micro-organismes. On ne peut pas reproduire les milliers d'espèces qui sont présentes dans l'eau. Et donc l'intérêt, c'est vraiment d'aller sur le terrain et de coupler en fait, de comparer ce qui se passe dans le laboratoire et ce qui se passe directement pour voir si ce qu'on fait en laboratoire est reproductible, est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe vraiment d'un point de vue naturel. Et c'est là qu'il enfile ses plus beaux habits. Je suis équipé avec une combinaison, ce qu'on appelle 2 salles blanches. En fait, c'est pour éviter d'avoir des peluches qui sont émises par nos habits. Et donc ensuite, quand je termine mon échantillonnage donc de ces différents paramètres, on va sortir la bouteille de la zone propre et on va pouvoir venir échantillonner les autres paramètres qui sont un petit peu moins sensibles d'un point de vue contamination. Sur cette station la plus au sud, on reste un long moment, car on envoie également la Rosette faire des prélèvements à la plus grande profondeur depuis notre départ, 4800 mètres. On a un alti. Ouais, mais il n'a pas déclenché encore. Pas déclenché, donc t'as combien de points à théorie 4820, donc il se déclenche vers 80 en général. Oui, on peut rentrer le Mont Blanc dans la hauteur d'eau sous le bateau. L'eau de PC, on descend encore 10 mètres. Oh purée, oh purée, oh purée. C'est toujours un peu stressant quand on descend aussi profond, parce qu'il y a toujours le risque que la rosette de prélèvement touche le fond. 3, 2, 1, oui 4008 4830 mètres. Bien reçu. On est descendu jusqu'à 4800 mètres. On est au point le plus sud de la campagne pour aller chercher ce qu'on appelle l'eau antarctique de fond, donc qui est une eau très froide, une des eaux les plus denses qu'on peut trouver dans l'océan, qui va du coup tapisser l'essentiel du fond des océans. Donc c'est une eau qui est formée en Antarctique et qui, lorsqu'elle plonge, emporte avec elle du CO2 anthropique. Donc c'est un paramètre qui nous intéresse beaucoup. Donc on veut savoir quelle est la quantité de CO2 anthropique séquestrée dans cette masse d'eau de fond et comment ce piégeage de CO2 évolue au cours du temps depuis 20 ans maintenant. Heureusement, tout s'est bien passé cette fois-ci et on a pu remonter de l'eau de 4800 mètres. Eau que j'ai d'ailleurs goûtée. C'est la cuvée 20 février 2022 à BW, 4800 mètres. Ah mais du coup tu l'as... Ah ouais, il est fraîche en plus. C'est salé. Alors, moi je vous raconte tout ça avec un peu de recul et franchement, sans vouloir vous spoiler, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver dans les prochains épisodes. Parce que nous non plus, on n'était pas prêts en fait. Merci d'avoir suivi cet épisode. Soutenez la création de ces épisodes en allant sur Utip. Vous pouvez aussi suivre les coulisses sur Instagram et je vous mets dans la description plein d'infos sur les gens que j'ai interviewés et sur les projets qui sont ici à bord. Suivez la chaîne Le Gars qui filme et bah nous on se retrouve au prochain épisode. Il y a 4 rues. Je vous jure, il y a 4 rues.